Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière de santé des maladies rénales rares. Cette nouvelle série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur l'hyperoxalurie. Ce PNDS a été publié en 2023 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par le professeur Sandrine Lemoine et le professeur Justine Baqueta, membres du Centre de référence maladies rares rénales de La Réunion et du Grand Est, ou MAREJ, sous l'égide de la filière ORCID. Aujourd'hui, on va parler du diagnostic. Comment reconnaître une hyperoxalurie et comment poser ce diagnostic avec certitude. Dr Emery, quelles sont les circonstances qui doivent faire évoquer l'hyperoxalurie ? Bonjour à tous. Il existe en effet plusieurs situations qui doivent alerter. Chez l'enfant, l'hyperoxalurie doit être évoquée devant des calculs rénaux récidivants, surtout s'ils surviennent précocement, une néphrocalcinose découverte à l'imagerie ou une insuffisance rénale inexpliquée, parfois révélée tardivement. Chez l'adulte, on doit également y penser devant des lithiases rénales récidivantes ou bilatérales, une néphrocalcinose visible à l'échographie ou au scanner, ou une insuffisance rénale chronique sans cause évidente. Plus rarement, le diagnostic est posé devant une récidive rapide de la maladie après une greffe rénale, ce qui est très évocateur. Et enfin, l'hyperoxalurie peut être dépistée dans un contexte familial après l'identification d'un premier cas que l'on appelle un cas index. Une fois qu'on suspecte la maladie, quels sont les examens à faire ? Alors, la première étape repose sur les examens urinaires. Le test de référence, c'est le dosage de l'oxalate urinaire sur les urines de 24 heures. Un excès important d'oxalate, généralement au-delà de 0,5 mmol par 1,73 m de surface corporelle par jour, est très évocateur. Chez l'enfant, le recueil des urines de 24 heures est souvent difficile. On utilise alors des prélèvements ponctuels sur lesquels on calcule un rapport oxalate sur créatinine urinaire. Les valeurs normales dépendent de l'âge et des seuils bien définis permettent de repérer un excès pathologique. L'analyse du calcul aussi, lorsqu'il a pu être récupéré, est un élément très précieux. Un calcul clair, pâle, à surface bourgeonnante, appelé calcul de type 1C, est particulièrement évocateur d'une hyperoxalurie primitive. On peut également compléter le bilan par l'étude de la cristallurie lorsqu'elle est disponible. La présence de cristaux d'oxalate de calcium monohydraté est un argument supplémentaire fort. Et du côté sanguin, peut-on faire des prises de sang ? Oui, mais avec des indications bien précises. On peut mesurer l'oxalémie, mais uniquement lorsque la fonction rénale est déjà altérée. En pratique, lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml par minute par mètre carré 73. Au-delà de ce stade, l'oxalémie reflète surtout l'incapacité du rein à éliminer l'oxalate et non la quantité réellement produite par l'organisme. Elle n'est donc pas informative au stade précoce. En revanche, l'analyse génétique est indispensable pour confirmer le diagnostic. Elle va permettre d'identifier des variations pathogènes bialléliques dans l'un des 3 gènes impliqués, c'est-à-dire AGXT pour l'hyperoxalurie primitive de type 1, GRHPR pour le type 2, OGA1 pour le type 3. Cette étape est essentielle pour confirmer le diagnostic, préciser le type d'hyperoxalurie et adapter la prise en charge. Une fois le diagnostic confirmé, que se passe-t-il ? Oui, alors une fois qu'on aura confirmé le diagnostic, on va organiser une consultation dédiée à l'annonce du diagnostic. Et ça, c'est un moment clé. On prend le temps d'expliquer la maladie, son mécanisme, son évolution possible et son mode de transmission génétique. On met en place le suivi spécialisé, on propose un conseil génétique pour le patient et ses proches, et on l'oriente vers un centre expert en lien avec la filière maladies rares. Enfin, les traitements sont instaurés le plus précocement possible, car c'est un facteur déterminant pour le pronostic à long terme. Merci Dr Emery pour cette plongée dans le parcours diagnostic. Dans le prochain épisode, nous parlerons des traitements. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter le site de la HAS et de la filière ORCID pour retrouver le PNDS complet et des ressources d'information pour les patients et les professionnels. Prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne de podcast.